Qui suis-je avant la métamorphose? L'incarnation de la peur. J'ai des attaques de panique qui peuvent durer des heures avant de retrouver un état normal. Je suis régulièrement envahie dans mes cauchemars d'un sentiment étrange, une sorte de désespoir de devoir subir, impuissant, quelque chose que je ne veux pas et qui m'angoisse. Mélangé à l'envie qu'on vienne m'aider, me sortir de là tout en sachant qu'on ne viendra pas. Aujourd'hui, ma plus grande peur est de mourir avant d'avoir accompli la mission que je me suis fixée. Tout le monde naît avec la même mission, contribuer au bien-être de la communauté, du groupe, du tout. Il y a quelques mois, j'ai eu une sensation d'urgence, un sentiment d'impériosité. Je vais mourir. Ma vie aura été vaine si je ne contribue pas au plus grand nombre. Merci Erasme. Mais j'y viens. Qui suis-je avant l'éveil? Une chrysalide qui séjourne longtemps dans son cocon. Pétrie d'orgueil, je retarde sans cesse le moment de le quitter, malgré les encouragements reçus. J'ai, comme tous les autres humains de cette planète, mon lot de blessures d'enfance, dont certaines relèvent du traumatisme. En général, quand on lit Chrysalide, on pense papillon, et l'on en voit déjà les couleurs chatoyantes qui ravissent les yeux. Mais l'espoir cède souvent la place à la déprime. Je me dis que les mythes passent peut-être aussi par la phase chrysalide. J'ai 40 ans. J'ai un mal fou à accepter mon apparence. Arrivé dans la salle de bain le matin, mon premier réflexe est de regarder mon reflet dans le miroir. Tous les jours, je guette la repousse des cheveux gris parmi les cheveux teints en châtain. J'ai décidé de laisser désormais mes cheveux à l'état naturel, consciente qu'il me faudra une sacrée dose de confiance en moi pour arborer ce signe évident de vieillissement dans une société où l'apparence est tellement importante, mais je me sens heureuse d'avoir franchi le pas. Opter pour des cheveux gris, c'est accepter sans révolte que le temps passe. C'est refuser d'aller calmer toutes les 3 semaines ses angoisses chez le coiffeur. Un jour, un ami vient à la maison. Lorsqu'il entre, je le vois transporter un étui de grande dimension, son appareil photo. Vu mon étonnement, il me dit « Mais je t'ai écrit que j'étais volontaire pour te photographier, pour que tu puisses mettre ta photo sur Facebook. » J'ai pris sa remarque pour une boutade. C'est tellement difficile à concevoir à mes yeux qu'on ait envie de me prendre en photo. En dehors de liens relationnels, bien sûr, où la photo prend une dimension affective, que je ne l'ai pas cru. Vu les équipements dont il dispose, je ne doute pas un seul instant de ses qualités de photographe, ni que le résultat eût été satisfaisant à ses yeux en fonction de critères esthétiques ou de perspectives, de lumière, etc. Mais ce que j'aurais voulu, moi, c'est une photo qui me rende belle à mes propres yeux, ce qui me paraît impossible. Je ne l'ai pas laissé prendre la photo. Quel orgueil, quelle impolitesse, m'a écrit un autre homme qui m'a fait la même proposition de me photographier à ma sortie de Chrysalide, et à qui j'ai répondu, sans vouloir mettre en doute tes qualités de photographe, j'ai de sérieux doutes quant à la réalité future de ce projet. Je fais un travail sur moi-même pour m'accepter. Je sais bien que le résultat sera moins beau selon les critères esthétiques des autres, mais je m'accroche à l'espoir de me rapprocher un jour de ce que représente la beauté à mes yeux. Ne penses-tu pas qu'il est important d'accepter la vision de l'autre ? M'a dit cet homme. C'est assez vaniteux de se dire que seule sa propre vision de soi est la bonne. Moi, je dis que tu es belle. Je ne te drague pas. Je n'ai pas d'intérêt à te le dire. Je dis bêtement une réalité. Tu en fais ce que tu veux,
Mais je trouve erroné le fait de prétendre que tu es seul juge de tes qualités et défauts. Je ne comprends pas, je lui réponds. Tu classes la beauté extérieure dans les qualités? Il y a une différence entre joli et beau, m'explique-t-il. Beau est un état complet, intérieur et extérieur. Tu es une jolie femme, mais cela ne me touche pas. Par contre, tu es surtout une belle femme, et cela, c'est une qualité. Cette chance que le hasard t'a donnée, tu dois la cultiver et l'offrir en cadeau, sans prétention. C'est une responsabilité. Toutes les femmes peuvent être belles, il suffit qu'elles le veuillent. Pour le leur faire comprendre, il faut des exemples. C'est là que commence la responsabilité des belles femmes. Je me souviens encore de la bouffée d'espoir ressentie en lisant ce message. L'espoir de me sentir belle à l'intérieur un jour, si d'autres me voient comme telle. Taïan a énormément contribué à pousser le papillon hors du cocon. Je lui avais confié mon manque d'estime de moi. Pourquoi ai-je un tel problème avec mon image, avec la façon dont les autres me voient? Pourquoi y attacher une telle importance? Une simple phrase telle que « je ne vous imaginais pas du tout comme ça », dite par une personne qui me voit pour la première fois alors que nous nous sommes parlé au téléphone, me plonge dans une tristesse infinie. « N'oublie pas que tu es un papillon », me répond Taïan. « Ne froisse pas tes ailes en t'asseyant dessus. » Quelques heures plus tard, j'entends Zaz chanter « Moi aussi j'ai une fée chez moi ». Et je pense instantanément à Taïan, ma petite fée. Le passage « Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra plus jamais voler » me plonge d'abord dans la tristesse. Je recherche les paroles et les relis. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. Qu'est-ce qui s'est passé, petit ange? Tu aurais brûlé tes ailes pour rester sur terre? Cette pensée me redonne le sourire. Tu es bel et bien un ange terrestre, j'écris à Taïan. Si tu le dis, me répond-elle. Je ne me vois pas comme telle, tout au plus comme quelqu'un de sensible à la détresse ou à la douleur des autres. De certains autres, manifestement. Uniquement des personnes en chemin spirituellement, qu'elles en soient conscientes ou pas. Ou quelqu'un soucieux de trouver une solution, d'apporter une aide à ces personnes en chemin. En tout cas, je ne me souviens de rien. Sauf qu'il y a longtemps, quelqu'un que je ne connaissais pas m'a dit qu'il pensait que j'étais la déesse de la compassion. Je ne connaissais rien de tout cela et ne m'y intéressais pas du tout. Cet homme aux allures d'illuminé m'a fait peur. Aujourd'hui, je dois bien reconnaître qu'il savait quelle direction mes pas devaient prendre. Il y a curieusement des choses qui se rejoignent dans ce que tu dis et ces bribes de mon passé, poursuit-elle. Toi et moi cheminons sur la même route. Sans doute le sais-tu, Kuan Yin a renoncé au grand tout pour aider les humains. J'aimerais voir l'invisible accéder à ce grand tout. Oh là là, quel est ce phénomène? Je lui réponds. J'aimerais aussi comprendre ce que nous vivons. Et en même temps, c'est tellement merveilleux que je me dis, peu importe. Je découvre ton message alors que je suis en cabine d'interprétation. C'est le collègue qui travaille. Au moment où mes yeux se posent sur une phrase, me voilà instantanément propulsée dans un couloir où je suis totalement sourde. Plus aucun son ne me parvient. Alors que je suis en cabine d'interprétation, les écouteurs sur les oreilles. Mais je ne ressens absolument aucune peur. La phrase en question est « Aujourd'hui, je dois bien reconnaître qu'il savait quelle direction mes pas devaient prendre. » Je pense « Il avait donc raison. Taïan est la déesse de la compassion. » Et là, je suis submergée de picotements, frissons, chatouillis qui coulent de ma tête aux épaules, passent dans mes bras jusqu'au bout des doigts, et je recouvre l'ouïe. Magique.
Et alors que je t'écris, les frissons reviennent par intermittence. Dès que je pose les yeux sur ces mots, déesse de la compassion, c'est reparti pour un tour. Trop gai. Oh zut, ai-je pensé en relisant ces lignes. Voilà qu'une pensée me traverse l'esprit. Un souvenir me revient de ma vingtaine. Un homme m'a aussi donné un jour une réponse que j'ai balayée du revers de la main parce qu'elle ne me plaisait pas et ne résolvait pas mon problème. J'étais torturée à l'époque par mon incapacité à garder un couple, à me sentir aimée, à aimer tout court peut-être. Et sa réponse, c'est parce que tu es une petite déesse de l'amour, m'a rendue furieuse. Je voulais rencontrer l'homme de ma vie, fonder un foyer, avoir des enfants. Et lui me voit comme une déesse de l'amour, à l'image d'une sœur qui donne de l'amour à toutes et à tous. Cette pensée m'attriste. Je la refuse de tout mon être. Et pourtant tout colle avec le recul. Bien plus tard, j'avais été mise en garde pendant mes fiançailles. Je faisais fausse route, mais je ne me voyais pas annuler le mariage. Pourquoi ce chagrin? Je ressens une tristesse infinie à entendre mon ego me dire « Tu le sais bien, c'est toi qui t'entêtes à rêver au grand amour. » So deep in my soul lights a flame. It's called hope and no one can blow it out. This light I will share with you all. It's my love that can make you do the same. You know that's not just in some of us. You too have a flame in you, 'cause light's in everybody. If you let your light shine, you'll see people all around you will do the same. Love is our life's legacy. Do not doubt, just look at what I became. You know that's not just in some of us. You do have a flame inside you. So if we can trust one another, trust me, love is the greatest gift ever. So why don't you all shine with me? Shed your light all around you and you'll see. You know light's not just in some of us, 'cause light is in everybody. You too have a flame inside you, 'cause love is for everybody. So deep in my young soul lights a flame. It's called hope and nothing, no one can blow it out. And if you can trust me, you'll see love is a gift. You'll see light is a gift.